Mon père m'a banni de la fête de Noël parce que mon jeune frère y amenait sa petite amie qui avait réussi. 3 mois plus tard, mon frère a postulé pour un emploi, et les RH m'ont présenté comme la PDG. Il était stupéfait. Puis mes parents sont arrivés chez moi mais j'ai passé un appel. Je m'appelle Vanessa et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé que mon propre père m'interdirait notre fête de Noël familiale. J'ai construit ma carrière dans la technologie en privé, loin de ma famille, qui a toujours favorisé mon jeune frère, Jake. Lorsque papa a appelé pour m'annuler, en disant que ma présence pourrait éclipser Jake et sa nouvelle petite amie qui avait réussi, quelque chose en moi a finalement cédé. Je n'avais aucune idée que 3 mois plus tard, Jake entrerait dans mon bureau pour un entretien d'embauche, complètement ignorant que j'étais la PDG. Si vous appréciez déjà cela, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre comment je suis devenu la PDG qui finirait par interviewer mon propre frère. Croyez-moi, le drame familial devient tellement plus intense à partir d'ici. Ayant grandi dans la banlieue de Chicago, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Mes parents, George et Martha Wilson, avaient de bons emplois, une belle maison et 2 enfants en bonne santé. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était tout sauf équilibrée. Dès que je m'en souvienne, mon jeune frère, Jake, 4 ans de moins que moi, était l'enfant d'or, malgré ses réalisations clairement moyennes. Quand Jake rentrait à la maison avec un C+ sur sa carte de bulletin, mes parents l'emmenaient prendre une glace pour célébrer son amélioration. Quand je ramenais des A, la réponse était toujours la même, un rapide hochement de tête et une variation de « c'est ce que nous attendons de toi, Vanessa ». La disparité était si constante qu'elle est devenue la norme tacite de notre famille. Mes parents ne manquaient jamais un seul des matchs de baseball de Jake, même lorsque son équipe était sur une série de 15 défaites consécutives et qu'il passait la plupart de son temps sur le banc. Mais quand je me suis qualifié pour le championnat national de débat en junior, ma mère a prétendu avoir une migraine et mon père a soudainement eu un engagement professionnel inamovible. J'ai pris le bus seul pour la compétition, j'ai remporté la première place, et je suis rentré pour les trouver en train de regarder Jake jouer à des jeux vidéo sur le canapé. Ton frère a plus besoin de soutien que toi, dirait mon père. Quand j'exprime ma déception, tu es tellement indépendante, Vanessa. Jake a besoin de plus de conseils. L'obtention du diplôme de lycée a rendu la disparité impossible à ignorer. Jake a reçu une toute nouvelle Ford Mustang pour avoir obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,8, tandis que j'avais obtenu mon diplôme de major de promotion 3 ans plus tôt et reçu des bagages. Pour ton voyage à venir, avait dit ma mère avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le message était clair. Jake était destiné à rester et moi à partir. Ma mère Martha était la principale défenseur de ce déséquilibre. Les garçons se développent différemment, expliquait-elle lorsque je lui demandais pourquoi Jake n'avait jamais à faire de corvée pendant que ma liste s'allongeait. Ton frère est sensible. Il a besoin de plus de temps pour se retrouver. À 16 ans, je cuisinais le dîner 3 soirs par semaine, tandis que Jake, à 12 ans, ne pouvait même pas se faire un sandwich. George, mon père, avait ses propres justifications. Le monde est plus dur pour les jeunes hommes de nos jours, insistait-il. Les filles ont tous ces programmes spéciaux et avantages. Et cela venait de l'homme qui avait refusé de payer les frais de candidature à mon université tout en mettant de côté de l'argent pour les futures cotisations de fraternity de Jake. Ce schéma m'a forcé à développer mon indépendance et ma résilience tôt. Pendant que d'autres enfants avaient leurs parents qui vérifiaient leurs devoirs, j'apprenais le calcul par moi-même avec des livres de bibliothèque. Pendant que mes amis avaient leurs parents qui les conduisaient aux événements sociaux, je trouvais les horaires de bus et économisais l'argent de garde d'enfants pour les tickets de cinéma. Le sentiment constant d'être le second choix a créé un vide creux en moi qu'aucun accomplissement académique ne pouvait combler. J'ai tout essayé pour gagner leur approbation, des notes parfaites, du leadership extrascolaire, du service communautaire, même apprendre à faire les desserts préférés de mon père à partir de 0. Rien n'a changé la vérité fondamentale que Jake était le soleil dans notre système solaire familial et que j'étais au mieux une planète lointaine. Lorsque les lettres d'admission à l'université sont arrivées, j'ai reçu des offres de cette université de premier plan, dont 3 avec des bourses partielles. Mes parents semblaient presque agacés par la pile de grosses enveloppes sur le comptoir de la cuisine. Ne vous attendez pas à ce que nous payions pour une école privée chic, m'a averti mon père. Malgré le fait qu'ils avaient déjà ouvert un fonds d'études pour Jake, qui luttait encore avec l'algèbre de première année, je suis parti pour la Northwestern University avec 2 valises, $300 de mon emploi d'été et la détermination de ne jamais plus mesurer ma valeur par leurs yeux.
Le jour où ils m'ont déposé à la résidence universitaire, ma mère m'a serré brièvement dans ses bras et a dit « N'oublie pas d'appeler ton frère. Tu vas vraiment lui manquer. » Ils étaient déjà dans la voiture avant que j'aie fini de déballer. L'université est devenue mon premier goût de vraie liberté. Sans la comparaison constante avec Jack, j'ai prospéré à la fois académiquement et socialement. Mais la liberté s'accompagnait de responsabilités. Mes parents n'ont contribué en rien à mon éducation, expliquant qu'ils économisaient pour l'avenir de Jack. J'ai donc travaillé 3 emplois simultanément. Des quarts de matin au café du campus, du travail administratif le week-end dans une entreprise locale et des cours particuliers tard le soir. Malgré l'épuisement de travailler 30 heures par semaine en plus d'une charge de cours complète, j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec une double spécialisation en administration des affaires et en informatique. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme, mais sont partis immédiatement après la cérémonie pour retourner au match de baseball d'été de Jack. Lorsque j'ai essayé d'expliquer mes offres d'emploi pendant le déjeuner, mon père a consulté sa montre à plusieurs reprises tandis que ma mère demandait si j'avais rencontré de jeunes hommes sympathiques qui pourraient avoir de meilleures perspectives. Mon poste d'entrée chez Apex Innovation Technologies payait à peine assez pour couvrir mon studio et les paiements de mes prêts étudiants, mais c'était une porte d'entrée dans l'industrie technologique. Je suis arrivé 1 heure plus tôt chaque jour, je suis resté tard le soir et je me suis porté volontaire pour les projets que personne d'autre ne voulait. Pendant que mes collègues se plaignaient de leur charge de travail, je voyais chaque mission comme une opportunité de faire mes preuves. 18 mois de semaine de travail à 80 heures m'ont presque brisé physiquement, mais mon dévouement a porté ses fruits lorsque j'ai identifié une inefficacité critique dans notre pipeline de production. La solution que j'ai développée a permis à l'entreprise d'économiser des millions chaque année et m'a valu ma première promotion au poste de chef d'équipe à 25 ans. Le nouveau poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire modeste qui m'a enfin permis d'arrêter de manger des nouilles instantanées pour le dîner tous les soirs. Mes parents restaient complètement impressionnés. Les ordinateurs, soupire mon père lors de nos appels téléphoniques mensuels. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de plus stable comme l'enseignement. Et ce malgré le fait que je gagnais maintenant plus que chacun d'eux. La principale préoccupation de ma mère était de savoir si mon emploi du temps chargé effrayait les futurs maris. Jack, quant à lui, avait abandonné le community college après 3 semestres sans majeur déclaré. Mes parents décrivaient cela comme prendre du temps pour trouver sa passion et l'ont immédiatement laissé revenir à la maison à loyer libre. Il a enchaîné les emplois à un rythme alarmant. Vente au détail, restauration, livraison, vente de téléphones portables, chacun durant quelques mois avant qu'il ne démissionne ou ne soit licencié pour retard. Lorsqu'Apex a lancé une plateforme logicielle révolutionnaire que j'avais contribué à développer, ma promotion au poste de directrice du développement de produits a suivi naturellement. À 27 ans, j'étais la plus jeune directrice de l'histoire de l'entreprise, gérant une équipe de 30 développeurs et un budget de plusieurs millions de dollars. J'ai acheté mon premier condo, un modeste appartement d'une chambre qui me donnait néanmoins l'impression d'un palais après des années d'appartement en location avec une plomberie douteuse. Lors d'un appel familial du dimanche, j'ai essayé de partager mon enthousiasme pour cette promotion. Ma mère m'a interrompu en disant « C'est bien, ma chérie, mais as-tu entendu que Jack pense retourner à l'école ? Peut-être en commerce, comme toi. Il a toujours été si bon avec les gens. » Le reste de l'appel a été consacré au potentiel de Jack et à la façon dont il recherchait des bourses pour lui. J'ai arrêté de mentionner ma carrière après cela. L'année suivante, j'ai été contacté par un chasseur de tête représentant Zenith Enterprises, le plus grand concurrent d'Apex. Ils m'ont offert un poste de vice-présidente avec un salaire qui m'a fait suffoquer mon café en entendant le chiffre, plus des options d'action qui pourraient valoir des millions si l'entreprise continuait sa trajectoire de croissance. Après mûre réflexion et négociation, j'ai accepté le poste. Mon nouveau poste comportait une immense responsabilité et une pression considérable, mais aussi les ressources pour innover véritablement. Sous ma direction, notre division a développé des technologies qui ont placé Zenith à l'avant-garde de l'industrie. Lorsque Zenith a fusionné avec le géant technologique mondial Nexus Systems, créant l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, le conseil d'administration a commencé à chercher un PDG capable de naviguer dans l'intégration complexe des entreprises. À ma grande surprise, j'ai été présélectionné aux côtés de candidats externes ayant des décennies d'expérience. Le processus d'entretien a été brutal. 7 rounds avec des membres du conseil d'administration, des investisseurs et des équipes de direction des 2 sociétés. Je me suis préparé pendant des semaines, développant une vision globale pour l'avenir de l'entreprise fusionnée qui abordait tout, de l'intégration technique à l'alignement culturel.
Lorsque le président du conseil d'administration m'a appelé pour m'offrir le poste, j'avais 30 ans et j'étais momentanément sans voix. Le salaire, les primes et les options d'achat d'actions ont changé ma vie. Mais plus significatif encore, ce fut le vote de confiance de personnes que je respectais profondément. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me suis enfin autorisé à ressentir la fierté que je refoulais depuis des années. J'ai appelé mes parents ce week-end pour partager la nouvelle. PDG d'une entreprise entière, a demandé mon père, l'air sincèrement confus. C'est une start-up ou quelque chose comme ça? Quand j'ai expliqué la taille et la portée de la société, il y a eu une longue pause avant que ma mère ne dise « Eh bien, cela semble très exigeant. Aurais-tu le temps de sortir avec quelqu'un ?» La conversation s'est rapidement orientée vers la dernière entreprise de Jake. Il suivait des cours pour devenir agent immobilier. Il se retrouve vraiment maintenant, a-t-elle dit avec enthousiasme. Il a un charisme naturel. Les gens l'adorent. Après cet appel, j'ai pris la décision consciente de maintenir ma vie professionnelle privée. C'était plus simple que de gérer leur indifférence ou, pire encore, leur intérêt soudain s'ils réalisaient les implications financières de ma position. J'ai commencé à décliner leurs invitations pour des visites le week-end, invoquant des engagements professionnels. Nos contacts ont diminué pour se limiter à des appels mensuels que je programmais entre les réunions. Pendant ce temps, je me suis bâti ce que je considérais comme ma famille choisie, des amis proches qui célébraient mes succès sans ressentiment, des collègues qui me défiaient et me respectaient, et finalement un petit cercle d'autres femmes cadres qui comprenaient les pressions uniques auxquelles j'étais confronté. C'étaient des gens qui me voyaient clairement et qui m'appréciaient pour qui j'étais vraiment, pas pour qui ils avaient besoin que je sois. J'ai établi une routine confortable et stimulante, immersive et exigeante au travail en semaine, et des week-ends relaxants remplis d'amis, de cours de remise en forme et de rencontres occasionnelles, bien que rien de sérieux ne se soit développé romantiquement. J'ai fait des dons à des causes qui me tenaient à cœur, j'ai été mentor pour de jeunes femmes dans le domaine de la technologie, et j'ai enfin eu l'impression de construire une vie qui reflétait mes valeurs plutôt que les attentes de ma famille. Décembre avait toujours été compliqué. Chaque année, mes parents organisaient un rassemblement de Noël dans leur maison de banlieue, une tradition qui remontait à mon enfance. Chaque année, j'assistais du Tifuli en solo, apportant des cadeaux coûteux qui étaient reçus avec des remerciements polis avant d'être mis de côté. Chaque année, j'écoutais les longues conversations sur le potentiel et les perspectives de Jake tout en répondant à des questions inconfortables sur ma vie personnelle. Le décembre dernier n'a pas commencé différemment. 3 semaines avant Noël, Jake a appelé nos parents avec une nouvelle passionnante. Il avait commencé à sortir avec quelqu'un nommé Laura. Cela seul n'aurait pas été remarquable. Les relations de Jake duraient généralement aussi longtemps que ses emplois, mais apparemment cette Laura était spéciale. Elle était, selon le téléphone haletant de ma mère, à moi une directrice dans une grande entreprise technologique. Elle est tellement accomplie, a dit ma mère, sa voix teintée d'admiration. Elle a son propre bureau et tout. Ton père et moi sommes juste ravis pour Jake. C'est super, ai-je répondu automatiquement, ajoutant un autre document à ma file d'examen tout en équilibrant le téléphone entre mon oreille et mon épaule. J'ai hâte de la rencontrer à Noël. Laura est peut-être juste ce dont Jake a besoin pour enfin trouver sa voie, a poursuivi ma mère. Elle semble très organisée et motivée. Ses qualités pourraient lui coller. J'ai fait des bruits d'accord appropriés tout en signant les projections trimestrielles qui détermineraient les bonus pour 2000 employés. Ma mère n'a posé aucune question sur mon travail ou ma vie avant de mettre fin à l'appel. À l'approche des fêtes, j'ai organisé mes 2 jours de congé habituels, le minimum que je pouvais prendre sans causer de perturbations majeures au projet en cours. J'ai acheté des cadeaux attentionnés, une édition collector des œuvres de l'auteur préféré de mon père, un pull en cachemire pour ma mère et pour Jake, la dernière console de jeu dont il faisait allusion depuis des mois. J'ai réservé mon vol, organisé une voiture de location et préparé mentalement pour le mélange habituel de nostalgie et d'inconfort qui caractérisait les réunions de famille. Une semaine avant Noël, mon père a appelé. C'était assez inhabituel pour me faire sortir d'une réunion budgétaire pour y répondre. Sa voix semblait tendue. « Vanessa, nous devons parler de Noël cette année », a-t-il commencé maladroitement. Il y a eu un léger changement de plan. « Tout le monde va bien ?» ai-je demandé immédiatement inquiet. « Maman est malade ?»« Non, non, rien de tel », m'a-t-il assuré rapidement. « C'est juste. » Eh bien, Jake amène Laura et elle travaille dans une entreprise technologique en gestion, apparemment. J'ai attendu qu'il continue, incertaine de ce que cela avait à voir avec moi.
ta mère et moi pensions, a-t-il dit après une pause inconfortable, qu'il serait peut-être préférable que tu viennes plus tôt pour le Nouvel An que pour Noël cette année. La porte de la salle de conférence s'est ouverte derrière moi et mon assistante m'a fait signe concernant la réunion qui m'attendait. J'ai levé un doigt, essayant de comprendre ce que mon père disait. Tu m'annules pour Noël, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Pas annulé, a-t-il corrigé à la hâte. Juste reporter. Nous pensons que ce pourrait être un peu gênant, tu sais, avec ce que tu fais pour le travail et tout ça. Laura est apparemment très fière de sa position, et nous ne voudrions pas qu'elle se sente intimidée. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Puis le son étouffé du téléphone qui changeait de main. Vanessa, chérie, a dit ma mère, sa voix douce de cette manière particulière qui précédait toujours quelque chose de blessant. Nous essayons juste de nous assurer que Jake ait son moment. Tu sais à quel point cette relation est importante pour lui, et nous détesterions que quoi que ce soit le jette dans l'ombre. Laura est la première fille avec qui il sort et qui a une vraie carrière, et nous voulons qu'elle se sente à l'aise avec la famille. Et ma présence la met très mal à l'aise, ai-je clarifié, sentant un froid se répandre dans ma poitrine. Eh bien, tu peux être un peu intense au sujet de ton travail, a dit ma mère délicatement. Et tu sais comment Jake est quand il se sent comparé à toi. Nous voulons juste que tout soit parfait pour lui. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu peux toujours venir pour le brunch du Nouvel An. Je me suis retrouvé à accepter stupidement, terminant l'appel avec des politesses mécaniques. Je suis retourné à ma réunion, souriant rigidement tout en guidant la discussion sur l'allocation des ressources à travers 3 continents. Seule mon assistante exécutive a remarqué que quelque chose n'allait pas, plaçant silencieusement une tasse de thé à mon coude et reprogrammant mes rendez-vous de l'après-midi sans qu'on le lui demande. Ce soir-là, l'impact complet m'a frappé. Après 32 ans, rien n'avait changé. J'étais toujours la fille dérangeante, celle dont les réalisations étaient menaçantes plutôt que célébrées. On s'attendait toujours à ce que j'accommode l'ego fragile de Jake pour me faire paraître plus petit afin qu'il puisse se sentir plus grand. J'ai appelé ma meilleure amie, Zoé, en larmes. Elle est arrivée à mon Pantouz 1 heure plus tard avec 2 bouteilles de vin et un soutien indéfectible. Ils t'ont banni de Noël parce que la petite amie de ton frère occupe un poste de direction intermédiaire, a-t-elle précisé, l'indignation colorant sa voix. Alors que tu diriges une entreprise mondiale? C'est de la déraison de niveau olympique. Ils ne savent pas vraiment ce que je fais, lui ai-je rappelé en m'essuyant les yeux. J'ai arrêté de leur dire il y a des années quand il est devenu clair qu'ils ne s'en souciaient pas. Ce n'est pas une excuse. C'est une partie du problème, a insisté Zoé, versant plus de vin. Des parents normaux organiseraient des célébrations grandioses pour ce que tu as accompli. Nous avons parlé tard dans la nuit, et le matin, j'avais fait la paix avec la situation. J'allais respecter l'interdiction de Noël, mais je n'assisterai pas non plus au brunch de consolation du Nouvel An. Au lieu de cela, j'ai réservé une retraite spa pour les fêtes et j'ai organisé la livraison des cadeaux chez mes parents avec une note polie. Le jour de Noël, j'ai délibérément évité les réseaux sociaux, mais la curiosité a fini par l'emporter. Ma mère avait publié plusieurs photos de leur célébration, Jake, radieux aux côtés d'une grande femme avec un sourire professionnel. Mes parents regardant fièrement la table dressée avec la vaisselle et les verres spéciaux. La légende disait, Noël parfait avec Jake et sa merveilleuse petite amie, Laura. Si fier de ces 2 grands joueurs. L'absence de mention de moi était à la fois douloureuse et totalement prévisible. J'ai fermé l'application et me suis concentré sur le plaisir du massage que j'avais programmé, déterminé à ne pas laisser leur exclusion gâcher mes vacances. Mais quelque chose avait changé en moi, un dernier espoir fragile qu'il finirait par me voir clairement. À sa place, il y avait une triste acceptation étrange et la résolution de construire ma vie sans la validation que j'avais inconsciemment recherchée si longtemps. Janvier et février sont passés dans un tourbillon de travail. L'entreprise étendait ses activités en Asie et j'ai passé 3 semaines à Singapour, Séoul et Tokyo à établir de nouveaux bureaux. À mon retour au siège début mars, je me suis plongé dans le cycle de planification stratégique, reconnaissante pour la concentration absorbante requise. Mes parents ont appelé 2 fois, laissant des messages vocaux joyeux qui ne faisaient aucune référence à Noël ou à mon absence au Nouvel An. Je n'ai pas rappelé. Jake m'a envoyé un SMS le jour de mon anniversaire avec un générique « Joyeux anniversaire 6 » qui n'a nécessité aucune réponse. La distance semblait étrangement libératrice. Un mardi mi-mars, Jennifer Davis, notre directrice des ressources humaines, a demandé une réunion urgente. Jennifer ne programmait rarement rien à la dernière minute,
alors j'ai dégagé 30 minutes entre les revues budgétaires pour la voir. Nous avons reçu une candidature intéressante pour le poste de chef de produit senior, a-t-elle dit après les politesses. Le candidat a de solides qualifications, de bonnes références de ces deux derniers postes et une note intéressante sur sa candidature. Elle a fait glisser un CV imprimé sur mon bureau. J'ai baissé les yeux et j'ai senti le sang quitter mon visage. Le nom en haut disait Jacob Wilson. Il a mentionné un conflit d'intérêts potentiel, a poursuivi Jennifer, ignorante de mon choc. Lien familial avec le PDG. Je voulais discuter du protocole approprié pour traiter cette candidature. J'ai fixé le CV, essayant de comprendre ce que je voyais. Jack avait travaillé dans 3 entreprises au cours de la dernière année, chaque poste montrant une responsabilité progressivement plus importante en marketing produit. Son parcours éducatif mentionnait une certification commerciale en ligne récemment complétée, mais aucun diplôme universitaire. Sous compétences, il revendiquait la maîtrise de plusieurs plateformes logicielles que notre entreprise utilisait. Mentionne-t-il spécifiquement mon nom, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Jennifer semblait légèrement mal à l'aise. Pas exactement. Lorsque j'ai appelé pour planifier son entretien préliminaire, il a demandé s'il existait des options d'accélération disponibles pour les candidats ayant des liens avec la haute direction. J'ai expliqué notre processus standard et il a mentionné être apparenté à quelqu'un de l'équipe de direction, mais sans préciser qui. Cela créait un dilemme à la fois professionnel et personnel. Notre entreprise avait des politiques anti-népotisme strictes, mais elles concernaient principalement les relations de reporting direct. Il n'y avait pas de prohibition explicite contre l'embauche de membres de la famille qualifiés dans des départements distincts. La question la plus importante était de savoir comment Jack avait trouvé ce dossier spécifique. Pour autant que je sache, il n'avait aucune idée où je travaillais, encore moins de ma position. Je devrais me récuser du processus d'embauche initial, ai-je dit à Jennifer après réflexion. Veuillez effectuer le filtrage standard et les entretiens départementaux. S'il atteint la dernière étape, je divulguerai la relation et conduirai l'entretien exécutif comme je le ferai pour n'importe quel candidat. Notre politique éthique le permet tant qu'il y a transparence. Jennifer a hoché la tête, prenant des notes. Dois-je informer le panel d'entretien de la connexion? Non, ai-je décidé. Jugez-le uniquement sur ses qualifications. Documentez tout méticuleusement. Je veux que ce processus soit complètement équitable et défendable. Après le départ de Jennifer, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai cherché le nom de Jack sur Google. Son profil LinkedIn montrait le même historique d'emploi que son CV, bien qu'avec des descriptions considérablement plus embellies de ses responsabilités. Il n'y avait aucune mention de moi ou de liens familiaux dans son profil public. J'ai passé la semaine suivante distrait, me demandant quand et comment Jack découvrirait ma position. Jennifer a fourni des mises à jour sur ses progrès dans le processus d'embauche. Il avait passé le dépistage téléphonique initial et terminé le premier tour d'entretien avec l'équipe produit. Étonnamment, les commentaires étaient en grande partie positifs. Il s'était apparemment bien préparé et avait démontré des connaissances légitimes sur les principes de gestion de produits. Cela a créé des émotions conflictuelles. D'une part, j'ai ressenti une étrange fierté que Jack montrait des compétences réelles. D'autre part, le moment et les circonstances faisaient clignoter des feux rouges. Pourquoi notre entreprise? Pourquoi maintenant? Et combien savait-il vraiment sur mon rôle? La situation nécessitait une consultation avec plus que les RH. J'ai programmé une réunion confidentielle avec notre directeur juridique et notre responsable de l'éthique, expliquant les circonstances exceptionnelles. Tous deux ont convenu que l'approche la plus transparente consistait à poursuivre le processus standard, mais à s'assurer que je ne sois pas la seule décideuse si Jack atteignait les dernières étapes. Nous pouvons ajouter un intervieweur exécutif supplémentaire, a suggéré Patricia Gonzalez, notre CLO, cela fournira une évaluation indépendante et vous protégera, vous et l'entreprise, de toute apparence d'irrégularité. 2 semaines supplémentaires se sont écoulées et Jack a continué à progresser dans les étapes d'entretien. Le chef de département, qui serait son supérieur direct, a été impressionné par son approche créative du positionnement des produits et par son enthousiasme apparent pour la mission de notre entreprise. J'ai reçu les notes d'entretien et j'ai été surprise par les réponses réfléchies et articulées attribuées à mon frère. Ce n'était pas le Jack que je connaissais, ou peut-être était-ce un Jack que l'on ne m'avait jamais permis de connaître. L'entretien exécutif final était prévu pour un vendredi après-midi. J'ai organisé la présence de notre directeur du marketing, le briefant sur la situation sans révéler mon histoire personnelle avec Jack.
Mon assistante exécutive, qui en savait plus sur ma dynamique familiale que quiconque dans l'entreprise, m'a adressé un regard de sympathie en confirmant le rendez-vous. Voulez-vous que je reste tard au cas où vous auriez besoin de quelque chose, a-t-elle proposé. J'ai souri avec gratitude mais j'ai refusé. Quoi qu'il arrive, c'était quelque chose que je devrais traiter seul. La nuit précédant l'entretien, j'ai à peine dormi. J'ai répété des questions professionnelles, me suis préparé à divers scénarios et j'ai essayé d'anticiper la réaction de Jack. Sera-t-il en colère, embarrassé? Essaiera-t-il de faire levier de notre relation? Retirera-t-il immédiatement sa candidature? Le matin, je me sentais épuisé mais résolu à gérer la situation avec le même professionnalisme que j'apportais à tous les aspects de mon travail. Le vendredi après-midi est arrivé avec une vitesse inquiétante. De la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé Jack entrer dans notre immeuble 15 minutes en avance pour son entretien de 14 heures. Même de 20 étages plus haut, j'ai reconnu sa démarche. La même assurance décontractée qu'il avait développée au lycée. Il portait un nouveau costume, gris anthracite et bien ajusté, suggérant qu'il avait dépensé considérablement pour cette apparence d'entretien. Les caméras de surveillance ont suivi son progrès à travers la sécurité, l'enregistrement du badge visiteur, et son escorte jusqu'au 18e étage où les discussions préliminaires devaient avoir lieu. J'ai reçu des mises à jour par SMS des chefs de département qui l'ont rencontré. Les conversations se passaient bien. Il posait des questions intelligentes sur la structure de l'équipe et la méthodologie de développement. Il semblait sincèrement enthousiaste à propos de la mission de l'entreprise. À 15h30, mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer, entretien final dans la salle du conseil exécutif dans 15 minutes. CMO déjà présente. J'ai rassemblé mes notes, redressé ma veste, et pris l'ascenseur privé jusqu'au 22e étage. Notre directrice du marketing, Diane Reeves, examinait le CV de Jack lorsqu'elle est entrée dans la salle du conseil. Son parcours est un peu non traditionnel, a-t-elle commenté. Mais ses idées concernant le secteur de l'électronique grand public sont étonnamment innovantes. Je suis curieuse de voir comment il gère les questions stratégiques. J'ai hoché la tête, prenant place à la tête de la table, le dos aux fenêtres panoramiques qui mettaient en valeur la ligne d'horizon de la ville. Diane s'est positionnée à ma droite et nous avons disposé le matériel d'entretien entre nous. À 15h45 précise, la porte de la salle du conseil s'est ouverte. Jennifer est entrée la première, suivie de Jack. Son expression était confiante, presque suffragante, alors qu'il entrait dans la pièce, mais cela a changé dès que ses yeux ont croisé les miens. La transformation aurait été comique dans tout autre contexte. Son visage est passé rapidement de la confusion, au choc, à l'incrédulité, et finalement à une horreur naissante. Il s'est arrêté à mi-chemin, la bouche réellement tombée ouverte. « Vanessa » a-t-il balbutié. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai maintenu une expression neutre. « Bonjour, monsieur Wilson. Je suis Vanessa Wilson, PDG de Nexus Zenith Technologies. Veuillez vous asseoir. » Jennifer, professionnelle accomplie qu'elle était, n'a trahi aucune surprise face à cette révélation. Elle a simplement désigné la chaise en face de moi et s'est excusée, fermant la porte doucement derrière elle. Jack est resté figé pendant plusieurs secondes avant de se déplacer mécaniquement vers la chaise indiquée. Ses yeux ont parcouru la salle du conseil, observant les attributs de la direction, les fenêtres du sol au plafond, les subtils témoignages du succès de l'entreprise. « Tu es la PDG » a-t-il répété lentement, de toute cette entreprise. « Oui » ai-je confirmé, puis j'ai désigné ma collègue. Ceci est Diane Reeves, notre directrice du marketing. Elle va nous rejoindre pour cet entretien. Diane a tendu la main, que Jack a serrée automatiquement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Je ne comprends pas » a-t-il dit. « Depuis quand ? Pourquoi n'as-tu jamais » Monsieur Wilson, ai-je interrompu doucement mais fermement. Nous avons 30 minutes prévues pour cet entretien afin de discuter de vos qualifications pour le poste de chef de produit senior. Préférez-vous continuer ou souhaitez-vous reporter ? Ce cadre professionnel semblait le ramener à la réalité de la situation. Il s'est redressé sur sa chaise, a ajusté sa cravate et a tenté de retrouver son sang-froid. « Bien sûr, continuons » a-t-il dit, sa voix légèrement tendue. Je m'excuse de ma surprise. Je ne m'attendais pas à voir ma sœur aujourd'hui. Pour la transparence, ai-je dit à Diane. Comme vous pouvez le constater, monsieur Wilson est mon frère. Je me suis récusé des premières étapes du processus d'entretien pour éviter tout conflit d'intérêts.
Cependant, la politique de l'entreprise exige l'approbation du PDG pour tous les postes de direction supérieure. Diane a hoché la tête. Merci de cette clarification. Monsieur Wilson, pouvons-nous commencer par votre intérêt pour ce poste? L'entretien s'est déroulé avec un professionnalisme superficiel, mais le courant sous-jacent de tension était indéniable. Jake a tenté de répondre aux questions techniques avec compétence, mais sa confiance précédente s'était évaporée. À 2 reprises, il a essayé de faire référence à notre relation indirectement. En tant que quelqu'un qui a grandi en comprenant le leadership, et plus tard, mes antécédents familiaux m'ont donné un aperçu de la pensée exécutive. Chaque fois que je redirigeais vers des questions spécifiques sur la gestion du cycle de vie des produits ou la coordination d'équipes interfonctionnelles, ces réponses devenaient de plus en plus dispersées à mesure que l'entretien progressait. Sa préparation antérieure était clairement déraillée par le choc de la découverte de ma position. Lorsque nous sommes arrivés à l'étude de cas où les candidats devaient analyser un scénario hypothétique de lancement de produits, Jake a lutté visiblement. L'approche réfléchie qu'il avait apparemment montrée lors des entretiens précédents avait été remplacée par des généralités vagues et des regards nerveux dans ma direction. Après 45 minutes, Diane a terminé ses questions et s'est excusée, expliquant qu'elle avait un autre engagement. Lorsque la porte s'est fermée derrière elle, le façade professionnel de Jake s'est complètement effondré. « Qu'est-ce que diable, Vanessa ?» a-t-il sifflé, se penchant en avant. « Tu es la PDG d'une grande entreprise et tu n'as jamais pensé à le dire à ta famille. » « Est-ce que ça aurait eu de l'importance ?» ai-je demandé doucement. « Quand est-ce que toi ou nos parents vous êtes jamais réellement intéressés à ma carrière ?»« Ce n'est pas juste, » a-t-il protesté. « Nous savions toujours que tu réussissais dans la technologie ou quoi que ce soit. Mais PDG, c'est un tout autre niveau. » J'ai maintenu mon sang-froid professionnel. « Jake, je dois te demander, pourquoi as-tu postulé dans cette entreprise spécifique? Combien savais-tu de ma position ici ?» Il a eu la décence de paraître légèrement embarrassé. « Je savais que tu travaillais pour Nexus Zenith. » Laura l'a mentionné une fois. Les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées. « Laura, ta petite amie de Noël, elle a travaillé dans ton département marketing pendant environ 6 mois l'année dernière. Elle s'est fait virer en novembre pour une histoire d'éthique. Elle était assez amère à ce sujet. Elle a dit que le leadership était toxique. Quand elle m'a rencontré et a réalisé mon nom de famille, elle a compris que nous pourrions être apparentés. Elle trouvait hilarant que je n'ai aucune idée de ce que tu faisais vraiment. La révélation m'a piqué plus qu'elle n'aurait dû. Alors tu as postulé ici parce que, il a haussé les épaules, une partie de son assurance habituelle revenant. Pourquoi pas? Je suis qualifié. Le poste correspond à mon expérience. Et oui, j'ai pensé qu'un lien ne ferait pas de mal. Je ne savais pas que tu étais la vraie PDG, cependant. Je pensais peut-être à une directrice de département ou quelque chose comme ça. Mes parents étaient-ils au courant de là où je travaille? De ce que je fais? J'ai qu'à détourner le regard. Laura les a rencontrés à Thanksgiving. Elle a peut-être mentionné quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils savent. Nous nous sommes tus un moment, le poids des années de mauvaise communication et d'ignorance volontaire pesant entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai qu'à finalement demander. Avec le travail, je veux dire. La même chose qui se passerait avec n'importe quel candidat, ai-je répondu calmement. Les RH recueilleront les commentaires de tous les intervieweurs, y compris les miens, et prendront une décision basée sur les qualifications et l'adéquation. Je ne serai pas la seule décideuse. Mais tu pourrais dire un mot gentil, a-t-il insisté. Allez, Vanessa. Nous sommes une famille. C'est précisément pourquoi je dois être particulièrement prudente pour ne montrer aucun favoritisme, ai-je expliqué. Le processus sera équitable, Jake. C'est tout ce que je peux promettre. Il s'est levé brusquement, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Incroyable. Toutes ces années, tu nous as tout caché, tu as joué un jeu bizarre, et maintenant tu ne peux même pas aider ton propre frère. Je suis restée assise, maintenant la hauteur physique et émotionnelle. Je n'ai pas joué de jeu, Jake. J'ai construit une carrière tout en étant systématiquement ignoré par ma famille. J'ai arrêté de partager quand personne n'était intéressé à entendre. Eh bien, nous sommes intéressés maintenant, a-t-il dit avec un rire rauque. Attends que maman et papa le découvrent. Ils vont péter un câble. Sa menace à peine voilée flottait dans l'air. J'ai simplement hoché la tête,
terminant la conversation en me levant et en lui tendant formellement la main. Merci d'être venu aujourd'hui, Monsieur Wilson. Les RH vous contacteront concernant les prochaines étapes. Jake a fixé ma main tendue pendant un long moment avant de la serrer brièvement. À la porte, il s'est arrêté et s'est retourné. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, sa voix légèrement moins hostile. Certains d'entre nous essayaient aussi vraiment de faire quelque chose de nous-mêmes. Nous n'avons pas tous tes cerveaux ou ce qui te rend si parfaite à tout. Avant que je puisse répondre, il était parti. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai fermé la porte, et je me suis accordé exactement 5 minutes pour traiter la rencontre. Ensuite, j'ai appelé Jennifer et je lui ai demandé de gérer la candidature de Jake selon les protocoles standards, sans traitement spécial dans un sens ou dans l'autre. L'entreprise prendrait sa décision uniquement sur la base du mérite, comme elle l'a toujours fait. Ce soir-là, je me suis servi un généreux verre de vin et j'ai attendu la chute inévitable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La tempête a éclaté moins de 24 heures plus tard. Samedi matin, mon téléphone portable a explosé de notifications, 6 appels manqués de ma mère, 4 de mon père, et une série de messages textes de plus en plus dramatiques. Jake nous a tout dit. Appelle-nous immédiatement. Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous devons parler de cette situation avec ton frère. Vanessa, c'est sérieux. Appelle-nous maintenant. J'ai mis mon téléphone en silence et je suis parti pour une course de 5 kilomètres, me donnant de l'espace pour me préparer mentalement à la conversation à venir. Quand je suis rentré dans mon appartement Penthouse, je me suis douché, j'ai fait du café, et j'étais juste sur le point de rappeler quand le bureau de sécurité de mon immeuble m'a appelé. Miss Wilson, il y a 2 personnes dans le hall qui prétendent être vos parents. Elles insistent pour vous voir. Dois-je les faire monter? J'ai fermé les yeux brièvement. Bien sûr, ils se présenteraient sans prévenir. Oui, veuillez les escorter. Merci. J'ai rapidement rangé le salon déjà immaculé, plus par énergie nerveuse que par nécessité. Mon appartement, occupant la moitié du dernier étage de l'un des immeubles résidentiels les plus exclusifs de la ville, était décoré de manière professionnelle dans un style minimaliste qui mettait en valeur les fenêtres du sol au plafond et les vues panoramiques sur la ville. J'accueillais rarement des invités ici, préférant garder mon espace personnel privé, ce qui rendait cette invasion particulièrement intrusive. L'ascenseur a annoncé leur arrivée par un doux carillon. J'ai ouvert la porte pour trouver mes parents debout, l'air à la fois en colère et mal à l'aise. Les yeux de ma mère ont immédiatement commencé à cataloguer le mobilier coûteux tandis que mon père semblait fixé sur la vue au-delà des fenêtres. Tu aurais pu nous dire que tu avais déménagé, a dit ma mère en guise de salut. Nous avons dû te chercher sur Google pour trouver cette adresse. Entrez, s'il vous plaît, ai-je répondu, m'écartant. Voulez-vous du café? Ils sont entrés prudemment, comme s'ils entraient dans une ambassade étrangère. Ma mère s'est assise sur le bord du canapé en cuir blanc tandis que mon père errait vers les fenêtres, les mains jointes derrière le dos. Bel endroit, a-t-il commenté, en examinant la ville qui s'étendait en contrebas. Ça a dû coûter une fortune. J'ai ignoré la question implicite, servant du café dans des tasses en céramique faites à la main avant de prendre place dans le fauteuil en face de ma mère. Je suppose que Jake vous a parlé de l'entretien d'embauche. Il nous a dit beaucoup plus que ça, a dit ma mère, sa voix prenant le ton blessé que je connaissais si bien. Il nous a dit que tu étais la PDG d'une grande entreprise. Que tu nous avais caché ton succès pendant des années. Que tu nous avais délibérément tenu dans l'ignorance de ta vie. Je n'ai rien caché, ai-je corrigé calmement. J'ai simplement arrêté de donner volontairement des informations qui étaient systématiquement accueillies avec des intérêts. Des intérêts? Mon père s'est retourné de la fenêtre, l'indignation colorant son visage. Nous sommes tes parents. Bien sûr, nous nous intéressons à ta vie. Est-ce que vous l'êtes? Ai-je demandé doucement. Quand est-ce que l'un de vous m'a posé une question sincère sur mon travail, mes réalisations, mes défis? Ils ont échangé des regards inconfortables. Nous savions toujours que tu te portais bien, a dit ma mère sur la défensive. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous ne pensions pas avoir besoin de notre implication. Ne pas avoir besoin d'implication est différent de ne pas vouloir de reconnaissance, ai-je souligné. Chaque étape de ma carrière avait été rejetée ou redirigée vers des préoccupations concernant ma vie personnelle ou des comparaisons avec le potentiel de Jake. Mon père a soupiré lourdement, se déplaçant pour s'asseoir à côté de ma mère. Nous avons peut-être sous-estimé tes réalisations, mais garder ton poste secret semble délibéré.
Vanessa, pourquoi n'as-tu pas dit à ta propre famille que tu avais atteint de telle hauteur? La question manquait tellement de conscience de soi que j'ai failli rire. La fête de Noël, ai-je dit à la place. Tu m'as banni parce que la petite amie de Jake travaillait dans le management intermédiaire d'une entreprise technologique et tu avais peur que je ne la surpasse. Comment aurais-tu réagi si tu avais su que j'étais en fait la PDG? Ma mère a eu la décence de rougir légèrement. C'était un malentendu. Nous voulions juste que Jake ait son moment. Jake a eu tous les moments, ai-je répondu, gardant ma voix égale. Tous les moments depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mes réalisations ont été au mieux des notes de bas de page dans l'histoire de notre famille. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous avons toujours été fiers de toi. Fiers en l'absence, peut-être. Fiers sans reconnaissance ou célébration, ni même une curiosité de base. Un silence inconfortable s'est installé. Ma mère tripotait sa tasse de café, sans en boire. Les yeux de mon père ne cessaient de revenir à la vue, calculant mentalement les valeurs immobilières, sans aucun doute. Eh bien, a dit ma mère finalement avec une fausse gaieté, l'important est que nous le sachions maintenant et que nous sommes très, très fiers. Extrêmement fiers. Notre fille, une PDG. C'est remarquable. Vraiment impressionnant. Le pense aussi, a convenu mon père, son ton changeant vers quelque chose qui a fait sonner les alarmes dans mon esprit. Tu dois gagner pas mal d'argent. Et voilà, la vraie raison de leur intérêt soudain. J'ai attendu, sans rien dire. J'ai qu'à mentionner que tu vivais dans le Penthouse, a continué ma mère, jetant un coup d'œil autour. Tout cet étage. La moitié, ai-je corrigé. L'autre côté est une unité séparée. Mon père s'est éclairci la gorge. En parlant de Jake, nous espérions que tu reconsidérerais sa candidature. Il a vraiment besoin de cette opportunité, Vanessa. Les choses ont été difficiles pour lui ces derniers temps. Qu'est-il arrivé avec Laura, ai-je demandé, bien que je puisse deviner. L'expression de ma mère s'est aigrie. Ils se sont séparés il y a quelques semaines. Elle ne lui convenait pas de toute façon. Personnalité très critique. Elle nous a en fait appelés après leur rupture, a ajouté mon père avec un froncement de sourcils. Elle a essayé de nous dire des bêtises sur le caractère de Jake. Très peu professionnel. Les pièces du puzzle ont continué de tomber. Laura avait apparemment essayé d'avertir mes parents à propos de Jake, tout comme elle m'avait involontairement révélé ma position. Les deux révélations avaient été ignorées jusqu'à ce qu'elles deviennent utiles. Je ne peux pas discuter de la candidature de Jake, ai-je dit fermement. Notre service des ressources humaines gère toutes les décisions d'embauche conformément à la politique de l'entreprise. Mais sûrement tu as une influence, a insisté ma mère. C'est ton frère. C'est précisément pourquoi je dois être particulièrement prudente pour ne montrer aucun favoritisme, ai-je répété les mêmes mots que j'avais dit à Jake. Mon père a changé de tactique. Vanessa, nous devons être honnêtes avec toi à propos de quelque chose. Ta mère et moi avons quelques difficultés financières. Ma mère lui a lancé un regard mais n'a pas contredit. La maison a besoin d'un nouveau toit, a poursuivi mon père. Et les taxes foncières ont considérablement augmenté. Nous avons dû contracter un second prêt hypothécaire l'année dernière pour aider Jake avec certaines dépenses. Je vois, ai-je dit neutrement. Nous ne demanderions jamais directement, s'est dépêché d'ajouter ma mère. Mais comme tu es dans une position si chanceuse maintenant, nous avons pensé que tu voudrais peut-être aider ta famille. Après tout, nous t'avons élevé, nous t'avons payé tes études. Je ne peux pas laisser passer ça, ai-je dit. Tu ne m'as pas payé mes études. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes propres frais de scolarité et j'ai obtenu mon diplôme avec $40 000 de prêts étudiants, que j'ai remboursés moi-même. Eh bien, nous t'avons élevé, a amendé mon père. Nous t'avons donné les bases de ton succès. Et maintenant que tu réussis si bien, il semble naturel que tu veuilles redonner à ceux qui ont rendu tout cela possible. Elle est dirito non sollicitato de cette déclaration était à couper le souffle. Après des décennies à favoriser Jake, à ignorer mes réalisations, et plus récemment à m'interdire de Noël, il se sentait maintenant autorisé à un soutien financier basé uniquement sur le lien biologique. Je dois sortir un instant, ai-je dit en me levant de ma chaise. J'ai un appel important à passer. Excusez-moi. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte, les laissant échanger des murmures dans le salon. Ils supposaient presque certainement que j'appelais mon conseiller financier ou ma banque pour organiser un transfert. Je passais un appel très différent.
Quand je suis revenu 10 minutes plus tard, mes parents examinaient les œuvres d'art sur mes murs, les prix étant pratiquement visibles dans leurs yeux. « As-tu fait des arrangements ?» a demandé ma mère avec empressement. « Oui », ai-je répondu, mais probablement pas du genre que vous attendiez. « Je viens de parler au docteur Eleanor ai-je dit en reprenant ma place. Elle est l'une des thérapeutes familiales les plus respectées de la ville, et elle a accepté de nous recevoir pour une séance d'urgence cet après-midi à 16 heures. Eleanor. Mes parents ont échangé des regards confus. Un thérapeute, a répété mon père. Nous n'avons pas besoin de thérapie. Nous avons besoin d'aide financière. C'est ce que j'ai terminé pour vous, ai-je dit. Oui, c'était clair. Mais je n'offre pas d'argent. J'offre quelque chose de beaucoup plus précieux, une opportunité de reconstruire notre relation sur des bases plus saines. Le visage de ma mère s'est crispé. Vanessa, ce n'est pas approprié. Nous ne sommes pas malades mentalement. Nous avons juste besoin d'aide pour les dépenses. La thérapie n'est pas pour la maladie mentale, ai-je corrigé doucement. Elle est destinée à améliorer la communication, à comprendre les schémas de comportement et à créer des dynamiques plus saines. Notre famille a 32 ans de schémas dysfonctionnels à aborder. C'est ridicule, a bafouillé mon père. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est exactement le genre de déclaration que nous devons examiner, ai-je interrompu. Qu'est-ce que vous croyez avoir fait pour moi qui vous donne droit à mon soutien financier, surtout après des décennies à favoriser Jake et à ignorer mes réalisations? La franchise de la question les a laissés momentanément sans voix. Voici mon offre, ai-je poursuivi. Je paierai pour 6 mois de séances de thérapie familiale hebdomadaire pour nous 4. Si vous choisissez de participer pleinement et honnêtement à ce processus, et si à la fin de cette période nous avons établi une relation plus saine, j'envisagerai d'aider avec des besoins financiers spécifiques documentés, pas avec du chantage émotionnel ou un soutien à long terme. Et si nous refusons cette thérapie, a demandé mon père avec raideur. Alors rien ne change, ai-je répondu simplement. Je continue ma vie comme je l'ai fait. Vous continuez la vôtre. Nous maintenons la relation distante que nous avons eue pendant des années. Je ne me laisserai pas manipuler ou culpabiliser pour un soutien financier sans aborder les problèmes sous-jacents. C'est du chantage émotionnel, a accusé ma mère. Non, ai-je corrigé. Le chantage émotionnel serait de dire, nous t'avons élevé, donc tu nous dois. Ce que j'offre, c'est un chemin vers une guérison et une relation authentique, pas une transaction. Mes parents ont conféré dans des murmures agités et haletants. Finalement, mon père s'est retourné vers moi. Et tu paierais pour ces séances? Oui, le docteur et nous attend à 16 heures aujourd'hui pour une consultation initiale. La décision est la vôtre. À ma grande surprise, ils ont accepté, bien qu'avec une réticence évidente. Cette première séance fut douloureusement maladroite. Docteur une femme sereine dans la cinquantaine, a créé un espace neutre où chacun de nous pouvait parler sans interruption. Mes parents étaient sur la défensive. J'ai quitté morose, et j'ai lutté pour articuler des décennies de blessures sans paraître mesquine ou vindicative. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit vers la fin de cette première séance. Lorsque Docteur a demandé à chacun de nous de nommer une chose qu'il souhaitait que les autres comprennent à son sujet, Jake a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Je souhaite qu'ils comprennent que le fait d'être le favori est une prison en soi, a-t-il dit, sans regarder personne dans les yeux. Tout le monde s'attend à ce que tu sois spécial, mais personne ne te montre comment. Il continue simplement à trouver des excuses quand tu échoues. À cet instant, j'ai vu mon frère clairement, peut-être pour la première fois. Le statut d'enfant d'or que j'avais envié avait ses propres effets néfastes. Alors que j'avais développé une indépendance et une résilience en étant négligé, Jake n'avait jamais été autorisé à faire l'expérience des conséquences ou à développer sa propre identité distincte des attentes de nos parents. Le processus de thérapie fut difficile et souvent douloureux. Mon père a d'abord résisté à assister aux séances, mais a participé de manière minimale. Ma mère pleurait fréquemment, oscillant entre la justification défensive de sa parentalité et le remords sincère. L'implication de Jake fut peut-être la plus surprenante. Après le rejet de sa candidature, il a bien reçu une offre d'une autre entreprise, basée en partie sur des compétences qu'il avait réellement développées. Il semblait motivé à comprendre son rôle dans la dysfonction de notre famille. Le docteur nous a aidés à identifier les schémas qui avaient défini nos relations. Mes parents ont reconnu leur favoritisme, bien qu'ils aient du mal à en reconnaître l'impact complet. Jake et moi avons commencé à avoir des conversations en dehors de la thérapie,
construisant prudemment une relation fraternelle qui n'avait jamais vraiment existé auparavant. Au travail, j'ai maintenu des limites professionnelles strictes. La candidature de Jake a été traitée conformément aux procédures standards. Et bien qu'il n'ait pas été sélectionné pour le poste, les commentaires fournis l'ont aidé à obtenir un rôle dans une autre entreprise technologique où il pourrait développer ses compétences sans l'ombre des liens familiaux. La marque des 6 mois est arrivée plus vite que je ne m'y attendais. Nous avions fait des progrès, bien qu'il restait des domaines fragiles et des revers occasionnels. Mes parents avaient commencé à poser des questions sincères sur mon travail et ma vie, faisant des efforts pour montrer de l'intérêt sans motivation cachée. Jake et moi avions établi une amitié tentative, nous rencontrant occasionnellement pour un café afin de discuter des tendances de l'industrie et de la croissance personnelle. Lorsque le docteur nous a demandé lors de notre dernière séance programmée si nous souhaitions poursuivre la thérapie, la décision unanime de continuer fut peut-être la plus forte preuve de notre progression. Mes parents avaient pris des mesures pour résoudre leurs problèmes financiers, travaillant indépendamment avec un conseiller financier que j'avais recommandé, mais sans financement direct. Ils avaient réduit la taille de leur maison, réduisant leurs paiements hypothécaires et leur fardeau fiscal. Le Noël suivant fut très différent de celui qui avait marqué le début de ce voyage. Nous nous sommes réunis dans un lieu neutre, une salle à manger privée dans un restaurant que j'avais choisi. Il n'y avait pas de membres de la famille interdits, pas de faux prétextes, et pas d'agenda caché. La conversation était parfois raide, parfois inconfortable, mais fondamentalement honnête. Ma vie professionnelle a continué à prospérer. Sous ma direction, Nexus Zenith Technologies s'est étendu sur de nouveaux marchés et a développé des innovations qui ont réellement amélioré la vie des gens. J'ai été reconnu dans des publications professionnelles et des prix de l'industrie, des reconnaissances qui semblaient significatives mais qui n'étaient plus essentielles à mon sentiment de valeur personnelle. Le changement le plus profond, cependant, fut interne. Je ne mesurais plus ma valeur par la reconnaissance de ma famille ou son absence. J'avais appris à apprécier leurs efforts pour le changement tout en acceptant leurs limites. J'avais découvert que les relations familiales, comme toutes les relations, nécessitent des limites, de l'honnêteté et un respect mutuel pour être saines. Sur le plan personnel, j'ai commencé à sortir plus ouvertement, ne calant plus les perspectives romantiques autour d'un emploi du temps professionnel épuisant. J'ai cultivé des amitiés plus profondes et des liens communautaires, reconnaissant que le succès sans relation significative était finalement creux. Jake a trouvé sa propre voie, une voie adaptée à ses talents réels plutôt qu'aux attentes de nos parents. Il a découvert une aptitude authentique pour la conception d'expériences utilisateurs, un domaine où son empathie naturelle et sa créativité pouvaient briller. Nous sommes devenus collègues professionnels dans l'industrie au sens large, consultant occasionnellement sur des projets ou nous référant des opportunités. Mes parents n'ont jamais pleinement compris la profondeur de leur favoritisme ou son impact, mais ils ont fait des efforts sincères pour répartir leur attention et leur affection plus équitablement. Ils ont commencé à célébrer mes réalisations, quoique parfois maladroitement, et ont permis à Jake de faire l'expérience de conséquences naturelles plutôt que d'un sauvetage constant. Le voyage n'était pas parfait ni complet, loin de là. Nous avions toujours des moments où nous retombions dans de vieux schémas, des conversations qui se terminaient par des sentiments blessés ou des malentendus. Mais nous avions maintenant les outils pour reconnaître ces schémas et les aborder honnêtement, plutôt que de laisser le ressentiment s'installer. La vérité que j'ai découverte grâce à ce processus était à la fois simple et profonde. La valeur personnelle ne peut pas venir de la validation externe, surtout de ceux qui sont incapables ou peu disposés à la fournir. La vraie guérison commence par accepter les gens pour ce qu'ils sont réellement, pas pour qui nous avons besoin qu'ils soient, puis par faire des choix conscients sur le rôle qu'ils jouent dans nos vies. Je n'avais plus besoin que mes parents voient ma valeur pour la connaître moi-même. Je n'avais plus besoin que Jake échoue pour me sentir réussi. Et peut-être le plus important, je n'avais plus besoin de diminuer ma lumière pour mettre les autres à l'aise avec leurs propres ombres. Si mon histoire vous a interpellé, j'adorerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous jamais dû établir des limites avec des membres de votre famille qui ne pouvaient pas célébrer votre succès? Comment avez-vous géré cela? Veuillez aimer cette vidéo si vous avez trouvé de la valeur dans mon expérience. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires sur la manière de surmonter les dynamiques familiales et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la capacité de sa famille à la reconnaître. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que parfois la famille que nous créons par des liens significatifs peut être aussi importante que la famille dans laquelle nous sommes nés.